Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rétrospective environnementale. Madame, Messieurs, bonsoir. Au Togo, le secteur de l'agroforesterie connaît une chute due aux effets du changement climatique. L'exécutif a mis en place un projet de maraîchage dans les villages pour corriger le tir. Le projet Waka Réside continue de soutenir les projets de reboisement des sites sur les berges de la préfecture d'Agoy au Togo. Le représentant du projet avec sa délégation était en visite sur les sites concernés pour constater l'évolution du projet. Le gouvernement zambien met des restrictions sur l'exportation du maïs. Cette décision est prise suite à la période de sécheresse prolongée mettant en danger les récoltes dans le pays. Enfin, la Tunisie a adopté un projet de loi visant à réglementer le commerce international de la faune et de la flore sauvage. Le pays ambitionne de protéger les systèmes contre la dégradation et l'extinction et protéger l'environnement. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Au Togo, le secteur de l'agroforesterie est en déclin à cause des effets du changement climatique. Pour corriger le tir, les autorités togolaises ont mis en place un projet de maraîchage dans 10 villages riverains du lac Togo. Sa mise en place permettra aux populations locales de s'engager durablement dans la gestion et l'aménagement de leur territoire et d'innover dans la production agricole. Irène Papadi. Située autour du lac Togo, la localité d'Adaïkoué a connu très tôt une exploitation agricole importante et l'installation de quelques unités industrielles. Par son intégration rapide au développement du pays, cette zone est aujourd'hui le siège de perturbations écologiques importantes. La forte pression démographique et le manque d'espace pour les diverses activités humaines autour du lac accentuent les problèmes environnementaux et sociaux de la région. La population rurale y est composée d'agriculteurs et de pêcheurs en grande majorité. La pratique de culture continue sans jachère ni rotation de culture a abouti au fil du temps à l'épuisement des sols entraînant la disparition de la végétation environnante et l'envasement progressif du lac Togo en raison d'une érosion très importante. Les ménages manquent également du bois et du charbon de bois. Pour s'en fournir, les villageois n'ont d'autre solution que de couper les arbres qui se raréfient de jour en jour. Le présent projet va permettre aux populations locales de s'engager durablement dans la gestion et l'aménagement de leur territoire, d'adopter les bonnes pratiques d'agroforesterie, d'innover dans la production et la commercialisation des produits locaux, mais aussi de redonner de l'attractivité pour les jeunes de cette région et lutter contre l'exode rural. Pour y parvenir, 100 000 arbres seront installés de manière à fertiliser naturellement et durablement les sols sans engrais chimiques, avec un apport naturel de carbone et d'azote dans les sols. Augmenter les rendements et diversifier durablement les productions avec des productions vivrières pour assurer la sécurité alimentaire locale, ainsi que la commercialisation des surplus de production sur les marchés locaux. Enrichir la biodiversité, renforcer la capacité de résilience du milieu et limiter l'appel aux pesticides de synthèse par la réintroduction d'animaux favorisant la lutte naturelle contre les nuisibles des cultures. Produire du bois de chauffe et de service au sein même de l'exploitation familiale. De même, il y aura la mise en place des forêts communautaires à proximité et le long du lac Togo, ainsi que dans les forêts familiales, pour stabiliser les sols et lutter contre l'érosion. En complément de la plantation d'arbres, le projet prévoit la mise en place d'une activité de maraîchage pour améliorer rapidement les niveaux de vie des ménages d'agriculteurs et de pêcheurs. Les abords du lac Togo constituent en effet des zones marécageuses favorables à la pratique de plusieurs cultures. La proximité de Lomé permettra d'assurer un débouché à ces nouvelles productions. Une délégation parmi laquelle le représentant du projet Waka Réside chargé à la Banque mondiale Oupé Kofi était en visite la semaine dernière sur les sites de reboisement sur les berges du fleuve Zio. Au cours de cette visite, la délégation a touché du doigt
le progrès significatif de cette initiative. Elle a salué les résultats enregistrés et a promis de continuer à soutenir financièrement le projet pour la préservation de l'environnement. Suivant. Le chargé du projet Waka Rezip, chargé à la Banque mondiale et sa délégation accompagnée des experts en suivi-évaluation et l'ONG Action des jeunes pour le développement étaient en visite la semaine dernière sur le site de reboisement sur les berges du fleuve Zio dans la préfecture d'Agoy. Lors de cette visite, les représentants ont eu à relever ensemble le progrès significatif de cette initiative. Ils ont apprécié les résultats et ont promis un financement continu de ce projet afin de préserver l'environnement. Outre les bénéfices environnementaux, le projet de reboisement sur les berges de Zio est doté aussi d'une dimension sociale importante et offre des opportunités d'emploi et de formation aux membres des communautés locales. L'investissement dans la préservation de l'environnement implique les partenaires à la contribution et au renforcement de la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Pour rappel, les reboisements permettent de stabiliser à nouveau les berges et de sécuriser ainsi les zones agricoles adjacentes. Les arbres ainsi plantés apportent une contribution importante à la protection du climat et aident à préserver la biodiversité dans la région. Pour le compte du projet, le projet Waka Rezip vise essentiellement 3 objectifs. Redonner vie à ces cours d'eau, lutter contre les inondations, contribuer à l'ambition de reboisement du gouvernement togolais qui est d'étendre la couverture forestière à 25% du territoire national à l'horizon 2025. Lors du sommet mondial de la société civile pour la réduction des risques de catastrophes tenu à Nairobi, le Togo a partagé ses expériences de lutte contre les risques de catastrophes avec d'autres pays. C'est une initiative de la GNDR qui a pour ambition de renforcer les capacités des communautés locales face aux défis climatiques. Irène Papadina nous en dit plus. Tenu du 20 au 22 février dernier à Nairobi, au Kenya, le sommet mondial de la société civile pour la réduction des risques de catastrophes est un événement qui a réuni les leaders et des innovateurs du secteur, principalement du Sud, qui travaillent dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et du renforcement de la résilience. À cet effet, les autorités togolaises ont tenu une rencontre d'échange sur ces expériences du sommet sous l'initiative du plus grand réseau mondial des organisations de la société civile pour la prévention des catastrophes naturelles, GNDR. Le Togo se démarque à ce sommet en partageant son expertise et ses réussites dans la prévention et la gestion des risques. En tant que représentant régional de la GNDR, le Togo contribue activement aux échanges visant à renforcer les capacités locales et à faire face aux défis liés aux catastrophes naturelles. Selon Selom Kokou, directeur exécutif de l'ONG AVES, la motivation des acteurs de la société civile togolaise est surtout le partage des expériences acquises pour l'accompagnement des communautés locales autour de cette problématique de catastrophes naturelles. Cet événement de 3 jours a été une occasion unique pour les professionnels de nouer des contacts et de s'informer sur les derniers défis et solutions en matière de réduction des risques et d'établir de nouveaux partenariats pour la localisation. Les participants se sont familiarisés avec les questions nouvelles et émergentes en matière d'action anticipative et d'adaptation au changement climatique. Des sessions de collaboration ont permis d'identifier des solutions innovantes en matière de localisation et de création de nouveaux partenariats pour l'action et la défense des intérêts. La Grande Muraille du Sahel en Afrique porte ses fruits. C'est le constat fait par certains chercheurs. Ils estiment que la muraille entraîne plus de précipitations, réduit la durée de la sécheresse et diminue les températures estivales grâce à l'implantation des arbres. Les précisions avec Léon Sabo. L'Université du Québec au Montréal, par un communiqué, précise que c'est l'une des premières études sur ce projet de Grande Muraille verte. Lancé en 2007, il s'agit sans nul doute du plus grand projet de géo-ingénierie et de reboisement au monde, a souligné Roberto Ingrotto, auteur d'un article publié dans la revue One Earth
qui porte sur les impacts climatiques de cette grande muraille verte. Celle-ci devrait initialement ressembler à un couloir de 15 km d'arbres, d'arbustes et de plantes traversant 11 pays d'Afrique. Cette muraille a des effets positifs sur le climat au Sahel et au-delà. Le futur docteur Roberto explique que dans la région de la muraille, les résultats montrent une augmentation des précipitations, une réduction de la durée de sécheresse et une diminution de température estivale par rapport au scénario sans muraille verte. Il ajoute que sa présence accentue l'évapotranspiration et entraîne un changement de circulation atmosphérique régionale. Il précise aussi que son impact sur ailleurs qu'en Afrique reste à vérifier. L'étude de la Grande Muraille Verte anticipe également des épisodes de chaleur plus extrêmes au cours de la saison pré-mousson, en plus de rendre les sols moins arides et plus fertiles. La végétation absorbe plus de radiation solaire, faisant augmenter la température pendant la période sèche qui précède la mousson, a indiqué le professeur Francesco Posata, co-signataire de l'article avec son collègue Mathieu Boudreau du département des mathématiques. Le gouvernement de la Sierra Leone pense à des solutions durables de gestion des ressources en eau. Le pays vient de lancer Western Area Peninsular Water Fund dans ce sens. Le projet permettra de garantir la sécurité de l'eau de près de 1,35 million d'habitants à Freetown en utilisant des solutions basées sur la nature et des pratiques de gestion durable des bassins hydrographiques. Alessandra Adekambi nous en dit plus. L'un des défis majeurs en matière de gestion de l'eau dans la capitale sierra-léonaise, Freetown, est le déficit de financement. Pour renforcer son soutien aux autorités municipales, le gouvernement du pays d'Afrique de l'Ouest a lancé récemment un fonds pour l'eau de 2 millions de dollars en faveur de la ville. Le fonds pour l'eau, qui sera géré par l'Agence nationale de gestion des ressources en eau, sous tutelle du ministère sierra-léonais des ressources en eau et de l'assainissement, permettra de garantir la sécurité de l'eau des près de 1,3 million d'habitants à Freetown en utilisant des solutions basées sur la nature et des pratiques de gestion durable des bassins hydrauliques. Ce fonds devra également catalyser la mobilisation de fonds supplémentaires et encourager la participation du secteur privé dans l'industrie de l'eau en vue de l'atteinte du 6e objectif de développement durable, ODD 6, d'ici à 2030. Le fonds pour l'eau de 2 millions de dollars s'inscrit dans le cadre d'une initiative de 20 millions de dollars visant à garantir un bassin versant sain pour le Grand Freetown et un approvisionnement fiable en eau propre pour tous les habitants en amont et en aval. Ce projet permettra de sauvegarder l'équilibre délicat de la nature, notamment à travers la restauration du parc national de la péninsule de Western Area, l'un des 8 points chauds de la biodiversité de Sierra Leone. Il couvre environ 17 000 hectares de forêt dense avec une chaîne de collines de 971 mètres, une végétation forestière encore vierge à 60% et une faune variée bordant directement le littoral. La 6e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement s'est ouverte lundi dernier. Le principal point à l'ordre du jour était de savoir comment le multilatéralisme peut contribuer à résoudre le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Précision, Léon Sab. Les Nations Unies avaient pour objectif pour cette plénière qui se tient à Nairobi de discuter de la manière dont les pays peuvent travailler ensemble pour faire face aux crises environnementales, à l'instar de la perte de la biodiversité et de la pollution. Le ministre marocain de la Transition énergétique, Leila Ben Ali, est la présidente de l'Assemblée NULEA 6 de cette année. Elle appelle les pays à coopérer plus étroitement dans la lutte contre la crise climatique. Généralement, nous nous retrouvons pour parler des problèmes environnementaux dans de différentes salles, a-t-elle déclaré. Ben Ali continue en disant que dans les salles, ils abordent ces problèmes en silo, alors qu'ils sont les mêmes êtres humains, avec la même nature, le même environnement et la même planète. Cette fragmentation préoccupante a motivé à en parler avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Les 19 pays présents discuteront de 19 projets de résolution, notamment sur la meilleure manière de restaurer les terres dégradées, de lutter contre les tempêtes de poussière et de réduire l'impact environnemental de l'exploitation minière des métaux et des minerais. Des résolutions seront adoptées par consensus. Lorsqu'une décision est adoptée,
Elle ouvre la voie au pays afin de les pratiquer. À Nairobi, plus de 7000 personnes devraient assister aux négociations qui prennent fin vendredi. Rappelons que lors du dernier cycle de négociations en 2022, également tenu à Nairobi, les gouvernements avaient adopté 14 résolutions visant à créer un instrument juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution des plastiques à l'échelle mondiale. L'Ouganda fait un premier pas vers l'intégration d'économie circulaire dans sa stratégie nationale. Le pays d'Afrique de l'Est a procédé le 31 janvier dernier à Kampala au lancement de sa feuille de route pour l'économie circulaire. Le document devra stimuler la croissance durable et l'industrialisation verte, conformément au programme national Vision 2040 de l'Ouganda. Alexandra Adekambi. Le processus de création d'une économie circulaire en Ouganda est désormais doté d'une feuille de route. La cérémonie de lancement officiel de ce document s'est tenue le 31 janvier 2023 à Kampala, la capitale ougandaise. Les discussions du document garantissent un développement socio-économique et une croissance inclusive incluant la création d'emplois, tout en protégeant le capital naturel du pays et en luttant contre les effets du changement climatique. Cette initiative, soutenue conjointement par l'Alliance africaine pour l'économie circulaire ACEA et par la Facilité africaine pour l'économie circulaire ACEF de la Banque africaine de développement BAD, mobilisera les décideurs gouvernementaux, les entreprises et les organisations de la société civile dans les efforts visant à exploiter pleinement le potentiel de la circularité pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable ODD et à l'action climatique. L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. Selon les autorités ougandaises, outre la stimulation des revenus des ménages, les 7 millions de jeunes que compte le pays sont parmi ceux qui devraient profiter le plus de l'économie circulaire à travers la création d'emplois verts. Le processus de mise en œuvre d'économie verte répond également aux objectifs de la contribution déterminée au niveau national CND de l'Ouganda. Dans le document mis à jour en septembre 2022, l'Ouganda s'engage à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 24,7% par rapport au niveau habituel d'ici à 2030, totalisant ainsi une réduction absolue des émissions de CO2 de l'ordre de 36,75 millions de tonnes dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres, les procédés industriels et l'utilisation des produits, les transports et les déchets. Au Cameroun, Hubert Chigwa, un jeune entrepreneur, s'est lancé dans la fabrication du charbon écologique à base de déchets végétaux. L'initiative contribue à résoudre le problème de pollution et des impacts négatifs de la déforestation sur l'environnement. Le point avec Irène Papadia. En Afrique, le charbon de bois est largement utilisé par les ménages pour la cuisson des aliments. Mais sa fabrication et son utilisation présentent de nombreux inconvénients. Il représente notamment une des causes majeures de déforestation. Pour pallier ce problème, le jeune entrepreneur camerounais Hubert Chigwa et son équipe se sont lancés dans l'innovation avec la transformation des déchets végétaux en charbon écologique. Au lieu d'utiliser des matières premières traditionnelles comme le bois, ils utilisent des enveloppes de maïs, des épluchures de manioc, des coques de noix de coco et d'autres déchets organiques pour produire du charbon écologique comme combustible de cuisson. Le charbon vert ou charbon végétal a de multiples avantages sur les plans économiques, environnemental et sanitaire. L'approche commerciale innovante de ce jeune entrepreneur vise à réduire la dépendance à l'égard de l'abattage des arbres pour la production du charbon de bois au Cameroun, atténuant ainsi l'impact négatif de la déforestation sur l'environnement. Le charbon de bois est le deuxième combustible de cuisson le plus utilisé en Afrique, avec une demande en constante au fil des ans. Dans un rapport de 2017, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a révélé que plus de 60% de la production mondiale de charbon de bois a lieu en Afrique. La majeure partie étant récoltée dans les forêts et dans les zones boisées,
ce qui contribue à la déforestation. La FAO a également souligné que seule une petite partie du charbon de bois est produite de manière durable. Uber fait partie des entrepreneurs pionniers qui s'efforcent d'apporter un changement positif à cet égard. Avec son équipe, il collecte, trie et sèche avec diligence les déchets organiques qui sont ensuite brûlés pour créer une poudre carbonisée. Cette poudre est soigneusement transformée en briquettes qui sont vendues au kilogramme ou dans des sacs plus grands. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a souligné le besoin urgent de méthodes innovantes de production du charbon de bois, telles que celles employées par l'ONG Family Green Corporation, afin de prévenir la dégradation des forêts et la perte de la biodiversité. Ces initiatives sont remarquées dans d'autres pays, comme au Bénin, au Cameroun, au Kenya, en Éthiopie et en Tanzanie. Des actions qui représentent des étapes prometteuses vers une production de charbon de bois durable et respectueuse de l'environnement en Afrique. La Banque africaine de développement accorde un nouveau prêt de 27,2 milliards de francs CFA au Tchad pour rendre plus accessible l'eau potable aux populations. Ces fonds serviront à mettre en œuvre la deuxième phase du programme d'alimentation en eau potable et l'assainissement en milieu rural et semi-urbain. Le point avec Alessandra Adekam. Le Tchad progresse dans la mise en œuvre de ses projets hydrauliques, notamment grâce au soutien des partenaires au développement. Les deux dernières initiatives à bénéficier d'un financement sont le programme d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural et semi-urbain lancé en 2018 et le projet de mise en valeur de la nappe de grès de Nubie pour une résilience au changement climatique NUREC qui sera lancé prochainement. Le 5 février 2024, elles ont enregistré un montant global de 27,2 milliards de francs CFA dans leur portefeuille. La grande majorité du prêt de la Banque africaine au développement, plus de 26,6 milliards de francs CFA, servira à financer la deuxième phase du projet. Les zones d'intervention sont les provinces de Mandjoul, Mayo-Kébi-Est, Mayo-Kébi-Ouest, Enedi-Est, Salamat et Silla. Dans ces 6 provinces, les travaux portent sur la réalisation de fourrages agricoles à grand diamètre, de 24 mini-additions d'eau potable équipées de pompes solaires et thermiques, de 23 fourrages de production de débit, de 40 mètres cubes par heure équipés de 25 pompes émergées, de 225 pompes à motricité humaine et de 50 unités de production hydraulique. Le gouvernement tchadien prévoit aussi la réhabilitation et l'extension de 2 additions d'eau potable existantes, l'aménagement et équipement de jardins agricoles pour petites irrigations des groupements féminins. Le volet assainissement du second projet permettra l'installation des bacs à ordures et l'aménagement de décharges finales. Les prêts de 4,5 milliards de francs CFA restants serviront à financer les travaux du NIREC, une initiative qui vise à exploiter les aquifères des grès de Nubie dans les régions de l'Enedi et de Borkou au Tchad pour améliorer l'accès à l'eau des populations et ainsi limiter les risques liés aux maladies d'origine hydrique. Ces nappes phréatiques seront valorisées à travers 14 fourrages à grand diamètre et 14 piézomètres de suivi. De plus, le NUREC contribuera à assurer une pleine résilience des écosystèmes et des populations des zones du projet face aux effets du changement climatique. Le 3e salon de l'énergie renouvelable s'est tenu le 22 février dernier à Yaoundé. Le thème de la rencontre est axé sur les énergies renouvelables au Cameroun. Le salon entend relever la qualité et la quantité de l'offre énergétique du pays grâce aux énergies renouvelables. Pour en parler, Irène Papadia. 12e potentiel énergétique d'Afrique et 18e mondial selon la BALS, avec un potentiel estimé à environ 23 000 MW pour l'hydroélectricité, le Cameroun, malgré son énorme potentiel énergétique, peine à satisfaire la demande locale en énergie. Pour améliorer l'accès à l'énergie, les autorités camerounaises multiplient les investissements. Le dernier en date est celui du barrage de Natingal, estimé à environ 800 milliards de francs CFA et qui devrait apporter 420 MW d'additifs dans le réseau électrique national. Seulement, le déficit énergétique demeure important.
Pour pallier le problème, les énergies renouvelables apparaissent comme étant une solution à la crise énergétique observée. La question était au cœur des échanges du 3e salon de l'énergie renouvelable tenu le 22 février dernier à Yaoundé en marge du salon Promemout. Réunissant les autorités des collectivités territoriales décentralisées et des experts en énergie, les travaux de Yaoundé participent à la recherche de solutions et même à aider le Cameroun à atteindre ses objectifs, notamment dans la contribution déterminée au niveau national, caractérisée par l'objectif de 25% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, dont 11% de petite hydroélectricité, 7% de la biomasse et 6% pour l'énergie solaire photovoltaïque et 1% de l'énergie éolienne à l'horizon 2035. Pour l'atteinte de cet objectif, les autorités camerounaises ont lancé divers projets en augmentant ainsi les investissements dans les secteurs des énergies renouvelables. Suite aux périodes prolongées de la sécheresse en Zambie, le gouvernement a imposé des restrictions sur l'importation du maïs et de la farine du maïs jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise pour assurer au pays la sécurité alimentaire. Voyons cela avec Léon Sabo. Le ministre zambien de l'Agriculture, Ruben Firi, a annoncé une mesure de restriction ce mardi en déclarant les limitations à l'exportation du maïs. Ce décret restera en vigueur jusqu'à ce qu'une évaluation poussée de la récolte à venir soit réalisée. Il a déclaré qu'en raison de la situation actuelle, le gouvernement continuera de placer l'intérêt du pays avant toute chose. C'est à cet égard qu'il a restreint l'exportation des grains et farines de maïs. Le ministre avait également fait une déclaration ministérielle au Parlement sur la situation de la sécurité alimentaire du pays après la période de sécheresse. Il continue en expliquant que le gouvernement a déployé du personnel de défense pour garder toutes les routes de contrebande connues. Au même moment, les patrouilles de sécurité et les barrages routiers sont aussi renforcés dans tous les districts où les trafics sont développés. La Tunisie prend des mesures nécessaires pour préserver l'environnement et protéger ses systèmes contre la dégradation et l'extinction. Le pays a adopté mardi dernier un projet de loi visant à réglementer le commerce international de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction. Reportage. Le Parlement tunisien a entamé mardi dernier au cours d'une séance plénière tenue au palais de Bardo le débat sur un projet de loi visant à réglementer le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en présence du ministre de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques Abdelmonem Belati. En ratifiant ce projet de loi numéro 37 de 2023, la Tunisie ambitionne de préserver l'environnement et de protéger ses systèmes contre la dégradation et l'extinction en prenant les mesures législatives nécessaires, des mesures réglementaires et techniques visant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction que la Tunisie a ratifiée depuis 1974, ce qui en fait le 4e et le premier État arabe du monde. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore par la Convention de Washington, est un accord international entre États. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et des plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. La Convention CITES exige que le commerce de la faune et de la flore sauvage et de leurs produits soit traité uniquement par les États qui ont adopté une loi nationale à cette fin. En 2022, la Tunisie avait enregistré 21 espèces animales au titre de la Convention CITES, accordant environ 600 licences d'importation et d'exportation au titre de la Convention. Il convient de signaler que la Tunisie octroie des autorisations pour l'importation des préparations médicales et la réexploitation de bracelets de montres haute gamme fabriqués à partir de peaux de crocodile et d'énormes serpents. Il convient également de rappeler que l'article 8 de la Convention CITES exige que tous les États la ratifient pour adopter un cadre législatif et réglementaire en application de ces dispositions.
Dans le reste de l'actualité, en Chine, les objectifs sur le climat à l'horizon 2025 ne seront pas atteints. La deuxième puissance économique du monde a été contrainte à augmenter sa dépendance aux énergies fossiles afin de soutenir son économie faiblissante. Le pays devra redoubler d'efforts dans les énergies renouvelables pour avoir un meilleur résultat sur le climat dans les années à venir. Viva Samana nous en dit plus. La Chine connaît une mauvaise nouvelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle ne pourrait pas atteindre ses principaux objectifs climatiques à l'horizon 2025. En effet, selon une étude publiée récemment, la dépendance aux énergies fossiles de la deuxième plus grande économie du monde ne cesse d'augmenter pour soutenir l'économie faiblissante. Le plus grand pollueur du monde s'est engagé à stabiliser ou à faire chuter ses émissions de CO2 d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Rappelons que dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015, l'Empire du Milieu s'est aussi engagé à remplir une série d'objectifs de transition énergétique. Mais d'après un rapport du Centre de recherche sur l'énergie et l'air propre, la forte croissance en consommation énergétique connue par le pays suite à la pandémie de Covid-19 montre que tous les objectifs sont sérieusement hors d'atteinte après 2023. Ainsi, pour contrebalancer la tendance actuelle, la Chine doit faire en sorte que 20% de son énergie provienne d'alternatives aux combustibles fossiles et réduire l'intensité de carbone de son économie d'ici 2025. La Chine pourrait cependant encore atteindre certaines de ses ambitions l'année prochaine si elle poursuit l'installation des capacités d'énergie renouvelable qui ont atteint un niveau record l'année dernière. Un siècle de reforestation a suffi pour changer l'avancée du changement climatique aux États-Unis. Cette prouesse a été publiée par F. Fisher qui précise que l'Est du pays s'est beaucoup moins réchauffé grâce à une action de reforestation massive depuis 1930. Léon Sab. Si bon nombre doutent encore de la capacité des forêts à limiter la hausse des températures et à refroidir le climat, l'exemple américain devait prouver l'efficacité des arbres. Avant l'urbanisation coloniale et l'avènement de l'agriculture intensive, l'Est des États-Unis était une vaste forêt vierge. Mais avec le début du réchauffement climatique dans les années 1930, un processus de restauration a été mis en place. En l'espace de 100 ans, 15 millions d'hectares de forêt ont repoussé. Comme résultat, l'Est des États-Unis est beaucoup moins réchauffé que le reste du pays, soit 0,3 degrés Celsius contre 0,7 de moyenne nationale. D'autres facteurs y ont aussi contribué, mais à moindre échelle, a précisé les auteurs de l'étude. Des mesures satellitaires ainsi que des observations de température au sol démontrent que la température annuelle est de 1 à 2 degrés Celsius inférieure en forêt que dans les champs à proximité. Pendant la saison de croissance des arbres, la différence des températures peut atteindre 2 à 5 degrés Celsius en mi-journée. Il faut souligner que les arbres relativement jeunes, notamment de 20 à 40 ans, sont ceux qui ont le pouvoir de refroidissement le plus élevé. Bien que la reforestation ne remplace pas la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, elle se positionne comme un complément plus puissant que ce que les scientifiques n'imaginaient. Et pour terminer, plus de 100 nouvelles espèces sous-marines ont été observées lors d'une expédition internationale de scientifiques au large des côtes chiliennes. C'est grâce à leurs robots que ces chercheurs en biologie à bord du navire de recherche ont pu faire cette découverte historique. Les images. Une mission d'exploration menée dans le Pacifique Est a permis de découvrir une centaine de nouvelles espèces vivantes et des monts sous-marins. Au cours de cette mission d'exploration entre janvier et février, des chercheurs chiliens en partenariat avec le Schmidt Ocean Institute ont réalisé des découvertes extraordinaires au large du Chili. À bord du navire de recherche Falcor, ils ont exploré les monts sous-marins du Pacifique Sud-Est. Lors de cette mission, les scientifiques ont cartographié plus de 52 000 km² de plancher océanique. À cette occasion, ils ont identifié 4 nouveaux monts marins dont le plus grand se lève à plus de 3 500 mètres. Grâce à leurs recherches sous-marins, les chercheurs ont également filmé près d'une centaine de nouvelles espèces marines, dont des coraux, des poissons, des mollusques et des oursins. Ces découvertes pourront servir d'argument pour instaurer de nouvelles aires marines protégées.
Cette initiative confirme l'engagement du Chili envers la préservation des océans. Avec les îles Palau, ce pays est le premier à avoir ratifié le traité sur la protection de la haute mer. Le gouvernement chilien pourrait utiliser ces résultats pour négocier une protection internationale autour des monts sous-marins découverts lors de cette exploration. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous qui nous suivez. Très bon week-end à tous.